Bonjour, police secours, je vous écoute. Bonjour monsieur, je vais être témoin d'un accident de la circulation. D'accord, quelles sont les causes du problème? Le conducteur m'a dit qu'il s'était endormi. Il est accompagné de 3 personnes qui ont toutes les 3 les yeux ouverts, mais ne bougent plus. Très bien, je vous envoie une patrouille, on arrive tout de suite. Le phénomène qui est dénoncé dans ce reportage tue chaque année entre 260 000 et 390 000 personnes dans le monde, soit entre 20 et 30% du nombre de tués sur les routes. Ce reportage contient 2 parties. La première partie consiste à vous informer sur un sujet très méconnu de la population. La deuxième partie, elle, reprend des questions qui ont été posées aux différents intervenants ainsi que leurs réponses. Voilà le programme de notre première enquête sur l'absence de vigilance. Chaque année, au niveau mondial, 1 300 000 personnes meurent dans un accident de la circulation. Le phénomène qui est dénoncé dans ce reportage tue chaque année entre 260 000 et 390 000 personnes dans le monde, soit entre 20 et 30% du nombre de tués sur les routes. Un camion qui sort de la route sans explication, un autocar qui percute une file à l'arrêt, une voiture qui percute un rail de sécurité sont des drames qui arrivent fréquemment. Il suffit de regarder le journal télévisé pour s'en rendre compte. En Belgique, la somnolence est responsable de 10 à 20% des accidents mortels sur nos routes et entre 20 et 30% des accidents mortels sur autoroute. Cette réalité est loin de constituer un phénomène anodin. En Angleterre, 25% des accidents sont dus à la somnolence. Aux États-Unis, 100 000 accidents sont dus à des conducteurs souffrant d'absence de vigilance. Chaque année, 1500 personnes décèdent aux États-Unis suite à ce type d'accident. Moi, je considère en fait que la somnolence c'est vraiment un problème de société, donc, et je crois qu'il faut que vraiment la population en prenne conscience du risque qu'elle court en étant somnolent. En Belgique, on constate qu'il n'existe pas sur les boîtes de médicaments de pictogrammes qui indiquent clairement que la molécule rend somnolent. Alors on pourrait très bien se dire que l'absence de vigilance est un sujet qui ne concerne que les utilisateurs du réseau routier. Or ce n'est pas tout à fait exact puisque des maisons médicales s'occupent particulièrement de ce genre de phénomène-là qui produisent également des accidents de travail dans d'autres secteurs d'activité que dans celui du transport. De 1990 à 1999, 18 accidents de train sont liés à la somnolence des conducteurs. Dans l'industrie chimique, l'accident de Bhopal est dû à l'absence de vigilance d'un opérateur. Dans l'industrie nucléaire, l'accident de Three Mile en Islande et celui de Tchernobyl, dû à la fatigue des opérateurs, ont fait de nombreux morts. Le transport maritime a également été touché par l'absence de vigilance, avec le naufrage de l'Exxon Valdez en 1989. Outre les conséquences humaines, les accidents causés par la somnolence ont un impact économique impressionnant. Rien que pour les accidents de la route, le coût total représente environ 1,8 milliard d'euros au Royaume-Uni et 4,8 milliards d'euros en Allemagne. Alors lorsque l'on parle d'absence de vigilance, il est facile de faire le raccourci avec l'utilisation du GSM au volant. Or, le GSM au volant, c'est de la distraction au volant. Donc ça veut dire que s'il y a 2 termes, absence de vigilance et distraction au volant, c'est tout simplement parce qu'il y a 2 phénomènes complètement différents. D'un côté, vous êtes là avec votre GSM en train de lire le message très important que vous venez de recevoir de Facebook, notamment. Et de l'autre côté, vous avez le trou noir. Le trou noir, comme il est expliqué par des chauffeurs routiers, par des professionnels de la route qui expliquent le sentiment qu'ils ont eu, qui expliquent le phénomène qu'ils ont vécu
qui expliquent les conséquences de ce qu'ils ont vécu. Potentiellement, on peut tous être exposés à ce phénomène. Que ce soit un conducteur particulier, une maman qui va conduire son enfant à l'école, un chauffeur professionnel, même éventuellement un pilote d'avion, un conducteur de train. Tous les usagers de la route ont ce problème. On peut mourir d'un accident lié à la somnolence. Tout se passait très bien pendant plusieurs années et à un moment donné, j'ai commencé à avoir des coups de pompe, des coups de fatigue. J'avais l'impression de m'endormir au volant d'une fraction de seconde. Le conducteur ne peut pas être sujet à des maladies qui peuvent mettre en péril les autres usagers ou lui-même. On se rend compte qu'entre 2 générations, on a perdu pratiquement 2 heures de sommeil. Les raisons sont multiples. Beaucoup de personnes prennent également donc, des médicaments pour calmer la toux. Et dans une certaine catégorie de médicaments contre la toux sont très assoupissants, justement. Donc, contrairement à la Belgique, en France, on remarque que sur les boîtes de médicaments sont apposés des pictogrammes clairs qui indiquent si la molécule peut être responsable de déficit de l'attention ou de somnolence lors de la conduite de véhicule. Donc voilà un exemple d'une molécule qui donne pas mal de somnolence. On remarque que sur l'emballage, rien n'est clairement indiqué. Et quand on déballe la notice, on se rend compte que peu de gens vont probablement la lire en détail. Donc les patients stockent chez eux des boîtes de médicaments contre la toux, des sirops, des comprimés, et à la moindre occasion ils le ressortent, mais ils ont oublié qu'il y a des effets secondaires assez élevés de somnolence ou en tout cas de perte de vigilance. Soit il ne le savait pas, et là il suit un traitement, il sera déchu du droit de conduire, et au terme de son traitement, il pourra peut-être recommencer à conduire, soit il savait qu'il était malade et il ne l'a pas déclaré. Alors là, la déchéance du droit de conduire peut être beaucoup plus sévère. Le juge pourrait prononcer une peine allant jusqu'à la déchéance définitive du droit de conduire. Concernant les distances de freinage, il est évident que la distance va être différente d'après la vitesse à laquelle on va rouler, également de quelle manière on va avoir l'information. Sans m'en rendre compte, je sentais à un moment que j'étais après 1 heure, 2 heures sur l'autoroute de Liège, une fois que j'ai dépassé Maastricht, on est vraiment sur une belle ligne droite pour aller jusqu'à Rotterdam. Là, j'avais des scores à 7 sur 10, sans m'en rendre compte. Donc j'étais quasi endormi. Alors que je portais des lunettes, que j'ai réalisé un pré-test pour une étude scientifique, et que j'ai quand même un état de santé que je qualifie de bon à très bon. J'étais au volant de mon camion en 1990 sur une autoroute en Allemagne en direction de Munich. Et puis je suivais une voiture depuis quelques kilomètres et je la voyais bien loin devant moi et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a été le trou noir. En mars 2015, mon frère et moi sommes allés en Suisse. Et en quittant la région vers 17 h, j'ai repris l'autoroute où nous avons fait plusieurs haltes pour prendre un café, pour souper. Et arrivé sur le 411, arrivé à hauteur de Esch-en-Reffel, je ne sais pas, j'ai vu le panneau pour la station-service où je me suis dit je vais faire le dernier plein avant de rentrer sur Bruxelles. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un blackout. Le véhicule a carrément été déporté sur la bande de gauche. Il y avait justement des travaux à ce moment-là. J'ai percuté 2 piquets rouges et blancs. Et c'est le bruit de l'impact qui m'a carrément sorti de ma torpeur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que la voiture a freiné ou pas, je ne sais pas. Je n'ai pas vu, c'était le trou noir. Et en fait, j'ai repris conscience parce que j'ai percuté l'auto. Est-ce qu'il a freiné? J'ai même pas vu, j'ai rien vu. J'ai juste percuté l'auto. Je n'avais pas conscience des problèmes de polysomnolence. Je ne savais même pas que ça existait. Et quand j'ai été opéré, l'anesthésiste m'a conseillé de voir un spécialiste pour le sommeil. Et là, quand les résultats sont tombés, ça a été le rideau noir. L'absence de vigilance lors de la conduite d'un véhicule, ou même l'absence de vigilance tout court, est un sujet particulièrement préoccupant. Tout le monde peut l'avoir. La mère de famille, le père de famille, le grand-père, la grand-mère, que l'on soit petit, grand, gros, mince, une femme, un homme, tout le monde peut avoir des absences de vigilance lors de la conduite d'un véhicule. En réalité, c'est un phénomène tout à fait naturel qui aujourd'hui est étudié par le monde médical. Et dans ce reportage, vous allez pouvoir constater un peu quelle est l'ampleur du problème, qui est un problème de sécurité publique.
Alors en fait, le constat a été qu'il y a énormément d'accidents de la route, mais également dans d'autres types de transports et dans l'industrie qui sont liés à des personnes qui s'endorment, donc notamment voilà, au volant d'un véhicule. Donc les statistiques sont assez effarantes. On estime à peu près que 20% des accidents sur tout le réseau routier sont liés à la somnolence. Par exemple, un accident mortel sur 3 sur autoroute est aussi estimé lié à la somnolence. Les absences de vigilance. En fait, tu es là, tu tiens ton volant, tu roules, tu conduis, puis c'est le mur total, le noir. Et puis, hop, ah tiens, voilà, c'est revenu. Ça dure quelques microsecondes. C'est pas long, mais t'es pas là. Tu es déconnecté de tout, tu ne vois rien. Tu ne vois pas le paysage qui défile, tu ne vois plus rien. Alors potentiellement, on peut tous être exposés à ce phénomène. Il suffit qu'on soit dans des situations monotones, qu'on y associe par exemple une privation chronique de sommeil ou même une privation aiguë si on fait une nuit blanche. On aura des performances non seulement dans le traitement des tâches cognitives, mais aussi dans le traitement des temps de réaction qui seront donc altérés. La somnolence, c'est quelque chose qui est parfois difficile à appréhender, mais c'est en fait un moment qui se situe entre l'éveil et le sommeil. Donc c'est une période de transition qui peut être parfois de plusieurs secondes, qu'on a tous par exemple lorsqu'on va s'endormir le soir. Donc il y a cette période de transition entre la veille et le sommeil, mais qui apparaît également en journée à certains moments. Alors il y a des somnolences qui sont tout à fait physiologiques, comme par exemple la somnolence de la sieste. Dans les pays du Sud, eh ben, on pratique la sieste, donc là c'est une somnolence qu'on va dire physiologique. Et puis il y a la somnolence qu'on appelle pathologique, qui est une somnolence qui est involontaire, qui est incontrôlable et qui perturbe les activités quotidiennes, qui empêche un fonctionnement normal. Alors cette somnolence, ça peut être soit un état d'hypovigilance, c'est-à-dire que le patient est un peu comme ça, un peu dans le gaz pendant toute la journée, mais ça peut être aussi vraiment des accès d'endormissement qui peuvent comme ça apparaître à plusieurs moments de la journée. Alors ça peut être également aussi, la somnolence, ça peut être également une inertie du sommeil. C'est quelque chose qui est aussi important à savoir, c'est qu'il y a des patients qui ont parfois du mal à sortir du sommeil. Donc la somnolence peut se situer au moment, quand on s'endort, mais aussi quand on s'éveille. C'est-à-dire qu'il y a parfois certaines personnes qui ont une difficulté à sortir du sommeil et qui ont un état comme ça de somnolence dans la demi-heure ou le quart d'heure qui suit donc l'éveil. Ce qui peut apparaître suite à une sieste, suite à une nuit de sommeil par exemple. L'hypovigilance, effectivement, elle se traduit plutôt par un manque de concentration, une baisse vraiment de l'attention. Donc on a très difficile de réagir rapidement à un stimulus qui pourrait apparaître dans l'environnement. Donc on est beaucoup moins performant finalement dans l'exécution d'une tâche, on est moins concentré, moins vigilant. L'absence de vigilance, ça peut être qu'on est toujours éveillé, mais simplement que la perception, le traitement des informations de l'environnement dans lequel on est altéré. Donc c'est un peu comme si on était dans un mode sur pilote automatique, un peu un mode par défaut. Ça peut se rapprocher parfois de certains états hypnotiques dans lesquels on peut être. Et où la commande, donc le temps de réaction va être altéré. En fait, quand on est au repos, on a un réseau cérébral avec différentes régions. Il y a des zones clés qui sont connectées ensemble, qui forment un réseau qu'on appelle le réseau en mode par défaut. Et on peut se retrouver dans des situations monotones avec ce type de réseau qui s'enclenche, où il y a une altération de la vigilance et donc un temps de réaction altéré. Si on laisse évoluer cet état, on peut même aller vers de la somnolence et un endormissement, où là, alors, il y a une absence totale de réaction. C'est surprenant. On sait qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas quoi. J'ai pilé sur les freins, mais en fait, il n'y avait personne devant moi. Et je sortais de ce trou noir. Avant mon accident, j'avais quand même du mal à comprendre comment les gens pouvaient manquer de vigilance au volant. Je me dis, quand on conduit, on assume, on s'arrête, ainsi de suite. Depuis que ça m'est arrivé, je comprends beaucoup mieux maintenant. Je juge beaucoup moins sévèrement les gens. Je pense à ces chauffeurs routiers, à ces chauffeurs de car, aux personnes qui font des longs trajets, qui doivent dormir le long des autoroutes, qui sont dérangés par le bruit, par les gens qui klaxonnent, par les moteurs de voitures et tout. Donc, disons que je juge beaucoup moins sévèrement les gens qui ont une absence de vigilance, parce que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Que vous ayez bien dormi, que vous ayez mal dormi, à n'importe quel moment. La somnolence, finalement, concerne tout le monde. Tous les individus peuvent vraiment
ressentir ce phénomène de somnolence, puisqu'elle a un caractère qui est physiologique, normal, au cours de la journée, et puis peut être favorisé par d'autres facteurs plus importants. Il peut y avoir un trouble de la vigilance sans qu'on soit spécialement endormi, mais on sait qu'il y a un genre de continuum quand on est dans une phase d'endormissement où il y a une altération de la vigilance et puis un ralentissement du rythme au niveau de l'électroencéphalogramme, donc du rythme de l'activité cérébrale, et qui va progressivement vers l'endormissement, donc c'est-à-dire vers un stade 1 qui est le sommeil léger, puis après qui peut se compléter vers un stade 2 qui est un sommeil déjà un peu plus consolidé, ou après le sommeil lent profond, c'est un stade 3. Mais ça, il faut un peu de temps pour y arriver. Mais les transitions entre éveil et sommeil sont des moments toujours un peu clés, et ce n'est pas brutal, ce n'est pas on-off, comme on peut le penser parfois. On peut avoir des lambeaux de sommeil et puis être réveillé pendant 10 secondes, et puis 3 secondes de sommeil et puis être réveillé. Donc il y a toujours quelques phases de transition qui peuvent durer et se faire sur quelques minutes. Le phénomène d'absence de vigilance au volant, beaucoup de chauffeurs l'ont, mais peut-être ne s'en rendent pas compte, et certains s'en rendent compte, mais ont peur d'en parler, peur de perdre leur place, de se faire critiquer, ouais, t'es un mauvais chauffeur, t'es au volant. Du début où j'ai commencé à travailler comme chauffeur, jusqu'à la fin de mon opération, je n'avais pas conscience de mon problème de santé. Et l'anesthésiste qui m'a endormi pour l'opération de mon épaule m'a conseillé de voir un spécialiste du sommeil. Là, j'ai fait un test et quand le résultat est tombé, là, ça a été le rideau noir. Au niveau du cannabis, la consommation entraîne des troubles de la vigilance et peut être délétère pour la conduite de véhicules. Il y a un espèce de tabou dans la société actuelle parce qu'il y a une crainte de perdre son emploi. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, les patients nous le disent quand ils sont chauffeurs professionnels, ils veulent bien se confier aux médecins, mais parfois ils sont tellement méfiants qu'ils ne nous le disent même pas. La recherche au service de notre sécurité. Non loin du campus universitaire de Liège et à un jet de pierre du centre hospitalier universitaire du Sartillement, lieu dans lequel nous avions rencontré le docteur Julien Faniel, la spin-off Phasia s'est développée autour de nouvelles technologies. Elles permettent de définir avec beaucoup de précision le degré d'éveil d'un individu. Grâce au travail réalisé par une équipe multidisciplinaire, cette société dirigée par Clémentine François et Jérôme Wertz développe des logiciels et des équipements innovants en matière de prévention des risques liés à l'absence de vigilance. Ces solutions permettent de prévenir l'endormissement d'un individu, mais également de dépister les personnes à risque. Le but est de pouvoir développer des politiques de bien-être au travail, d'accompagner ces personnes et d'éviter de graves accidents de la circulation, mais aussi des accidents de travail dans l'industrie. Actuellement, il existe la Convention collective de travail numéro 100, qui concerne l'alcool et la drogue sur le lieu du travail. Alors, pourquoi ne pas innover en dépistant les personnes à risque, celles qui pourraient être victimes d'une absence de vigilance, et tout comme le prévoit la CCT 100, accompagner ces personnes pour plus de sécurité sur nos routes, mais également sur le lieu du travail. Il y a différentes méthodes pour détecter, déterminer l'état de somnolence d'une personne. Donc on pourrait penser aussi à tout ce qui concerne déjà l'activité cérébrale, donc avec des électrodes qu'il faut passer sur le cuir chevelu. Cette méthode est considérée comme étant vraiment la référence. Maintenant, dans un milieu opérationnel, c'est évident que ce n'est pas du tout envisageable. Il y a des méthodes qui regardent l'œil, donc l'analyse des mouvements oculaires permet vraiment de déterminer de façon très précise et très fiable quel est l'état de la personne. Donc on peut aller vraiment dans une précision en termes de somnolence, donc on ne passe pas juste d'un état éveillé à un état somnolent, on peut vraiment avoir tout un range de valeurs, donc un range d'états de somnolence. Puis il y a d'autres techniques qui se basent sur l'activité cardiaque, la conductance de la peau. Donc effectivement, la petite bague Stop Sleep qu'on peut trouver actuellement sur le marché se base sur la conductance de la peau. Mais bien souvent, ces technologies-là permettent simplement de déterminer si une personne est en état de veille ou en état de somnolence, mais ne permet pas d'aller
précisément rechercher différents stades de somnolence et donc de pouvoir prévenir suffisamment tôt finalement la personne qu'elle est en train de s'endormir et donc de devenir un danger sur la route. Au niveau de l'étude que nous avons menée ici avec FASIA et avec l'Université de Liège, on a plusieurs premières conclusions, premières tendances. La toute première, c'est que l'utilisation de ce dispositif permet de pouvoir mesurer la problématique de la somnolence au volant, et déjà même sur des petits groupes étudiés, on remarque déjà près de 10% du trajet qui est effectué. Les travailleurs se retrouvent sur un score de plus de 5 sur 10 sur l'échelle de la somnolence. Je rappelle, 0 est une personne parfaitement éveillée, 10 est une personne qui est totalement endormie, et donc on fait déjà 10% du trajet en étant déjà à moitié somnolent, à moitié endormi, en tout cas au-dessus d'un seuil qui peut représenter un danger. Ensuite, les autres tendances que nous avons pu remarquer, c'est toujours cette association avec les facteurs individuels et les facteurs professionnels. On remarque que parmi les facteurs individuels, l'effet du genre n'a pas pu être mesuré parce que, comme dans la majorité des travaux qui sont faits sur la somnolence, on les réalise dans le secteur des transports, et que le secteur des transports est associé à une très grande population masculine. Et donc, dans le cadre ici de l'étude qu'on a réalisée, on est également dans les mêmes tendances. Alors, au niveau des nouvelles technologies, nous avons eu l'opportunité de tester plusieurs petits modèles de la société Stop Sleep, une société de la région de Toulouse qui développe en collaboration avec l'Université de Toulouse ce petit baguier qui permet de pouvoir déceler les absences de vigilance lors de la conduite d'un véhicule. Voilà, au niveau donc de la société Stop Sleep, on voudrait sincèrement les remercier de nous avoir permis d'avoir essayé leur matériel, qui est un matériel qui nous a permis en tous les cas de pouvoir constater qu'il y avait des problèmes en matière d'absence de vigilance sur le réseau routier belge, et plus particulièrement sur une autoroute qui pose plus de problèmes qu'une autre, c'est la E313, une autoroute qui est située entre Liège et Anvers, avec un point un peu plus culminant au niveau de l'échangeur de Lummen jusqu'aux portes d'Anvers, où là nous avons constaté donc lors d'un essai grandeur nature qu'il y avait beaucoup plus d'absence de vigilance qui étaient décelées par les chauffeurs routiers donc qui ont fait le test de ce genre de matériel. L'avantage d'analyser les mouvements oculaires, c'est qu'on peut vraiment aller rechercher énormément d'informations au niveau de l'œil, donc les mouvements des paupières, les mouvements du globe oculaire, d'en extraire toute une série de paramètres oculaires qui sont indicateurs de l'état de somnolence. Donc l'œil reflète vraiment l'activité du cerveau, et donc finalement cela nous permet d'avoir différents stades de somnolence et donc de pouvoir prévenir suffisamment tôt une personne que son état de somnolence devient trop important et donc dangereux pour continuer à conduire un véhicule. Et vous n'avez pas peur que la technologie permette à certains employeurs dans le secteur du transport routier de licencier des gens parce qu'ils seraient soumis peut-être un peu plus que d'autres à cette problématique d'absence de vigilance? Je pense que la sensibilisation au phénomène doit être effectivement prise en considération. Je crois qu'il est important pour un employeur de pouvoir déterminer effectivement aussi son employé est plus sujet qu'un autre à ce genre de phénomène, et à ce moment-là peut-être d'adapter les horaires de cet employé-là en particulier. Le CECOP ITSRE remercie les différents intervenants pour l'éclairage qu'ils apportent sur ce sujet. Nous espérons sincèrement que vous pourrez tirer les meilleurs enseignements de ce reportage et ainsi éviter des erreurs que tout le monde peut faire. Nous vous souhaitons une bonne route et de beaux voyages. Mais surtout, restez prudents, car des gens vous aiment et vous attendent chez vous, à la maison.
Donc toutes les boîtes qui viennent de l'industrie française du médicament sont apparemment mieux signalées d'un point de vue vigilance. Donc les patients stockent chez eux des boîtes de médicaments contre la toux, des sirops, des comprimés, et à la moindre occasion ils le ressortent, mais ils ont oublié qu'il y a des effets secondaires assez élevés de somnolence ou en tout cas de perte de vigilance. Même les sirops pour la toux donc. Hein. Les personnes croient que ce sont que des somnifères, mais il n'y a pas que les somnifères qui provoquent de la somnolence. Hein. Il y a les médicaments pour la toux, pour décongestionner le nez aussi. Qu'est-ce qu'on peut encore donner comme exemple? Les antidouleurs, certains antidouleurs provoquent de la somnolence aussi. En Belgique, on constate qu'il n'existe pas sur les boîtes de médicaments de pictogrammes qui indiquent clairement que la molécule rend somnolent ou altère la vigilance. En Belgique, on remarque qu'il n'y a pas sur les boîtes de médicaments de pictogrammes clairs qui indiquent si la molécule provoque de la somnolence ou altère la vigilance, notamment au volant. Donc en Belgique, on remarque qu'il n'y a pas sur les boîtes de médicaments d'indication claire de l'altération de l'état de vigilance ou de la survenue de somnolence quand on consomme la molécule. Donc, contrairement à la Belgique, en France, on remarque que sur les boîtes de médicaments sont apposés des pictogrammes clairs qui indiquent si la molécule peut être responsable de déficit de l'attention ou de somnolence lors de la conduite des véhicules. Au niveau du cannabis, la consommation entraîne des troubles de la vigilance et peut être délétère pour la conduite de véhicules. Donc voilà un exemple d'une molécule qui donne pas mal de somnolence. On remarque que sur l'emballage, rien n'est clairement indiqué. Et quand on déballe la notice, on se rend compte que peu de gens vont probablement la lire en détail. Donc ça c'est vraiment intéressant. Est-ce que la voiture a ralenti ou quoi? Je ne sais plus. J'ai rien vu et j'ai percuté l'auto et j'ai seulement... C'est après que j'ai vu que la voiture était là devant moi, mais je l'ai percuté et je ne me rappelle pas d'avoir vu le véhicule ralentir, quoi que ce soit. Je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que la voiture a freiné ou pas, je ne sais pas. Je n'ai pas vu, c'était le trou noir et en fait j'ai repris conscience parce que j'ai percuté l'auto. Est-ce qu'il a freiné? J'ai même pas vu, j'ai rien vu. J'ai juste percuté l'auto.